Mesdames, Messieurs, nous allons d'emblée aborder le thème qui nous occupe. Chacun abordera, je le répète, ce thème choisi par les organisateurs de la soirée, Laura et toi Alain, la France profonde. Alors je vais commencer, moi, à aborder ce thème-là. Bon, vous me connaissez, certains d'entre vous, je m'appelle Karim Bouchik, je suis président d'une formation politique qui s'appelle Le Ciel, qui est un parti politique qui, sur l'échiquier politique français, se situe entre les Républicains et le Front National, un parti qui estime devoir occuper ce terrain-là parce que c'est un espace politique, de notre point de vue, inoccupé. En tout cas, les thèses que nous défendons nous semblent imparfaitement reprises par les Républicains et incomplètement défendues par le Front National. Donc il y a un espace politique entre ces deux formations. Pour un parti comme Le Ciel, qui défend la souveraineté de la France, qui est l'indépendance de notre pays, l'identité de la France, parce que nous avons une histoire, nous avons une civilisation à défendre, et pour nous, ce combat-là est premier. Et puis nous sommes un parti politique épris de liberté. Il y a beaucoup de bastilles à renverser dans notre pays, dans l'éducation nationale, dans les entreprises, dans les médias. Il y a beaucoup de champs de liberté que nous devons regagner, et Le Ciel se propose d'agir et de combattre dans ce cadre-là. Le Ciel est un parti qui ne présentera pas de candidat au présidentiel, en tout cas pas ma personne. Nous soutiendrons un candidat au présidentiel, nous le déciderons le 25 février prochain, puisque nous avons un congrès à Paris, et à Paris nous déciderons démocratiquement lequel des candidats actuellement en lice pourra recueillir notre soutien, nos suffrages. Peut-être Le Camus, peut-être Marine Le Pen, ou d'autres encore, évidemment, dans le segment politique qui est proche de nos idées, bien sûr la droite. Bon, la droite, ou d'autres candidats qui ne se classent pas à droite, particulièrement comme Renaud Camus. Bien. Passé cette séquence des présidentielles, il est certain que nous affronterons les échéances législatives. Nous avons l'intention au Ciel de présenter autant de candidats que cela nous sera possible partout en France, parce que nous pensons que les idées qui sont les nôtres et sur lesquelles nous reviendrons peut-être tout à l'heure dans mon propos, mais aussi pour répondre à votre question, doivent être abordées sur le terrain, partout sur notre territoire. Et je sais, j'ai mes amis devant moi, que dans la Drôme et dans l'Ardèche, nous aurons des candidats Ciel qui se présenteront à vos suffrages, des candidats Ciel qui se présenteront parfois contre des candidats Front National, parfois contre des candidats Républicains, parfois contre des candidats DLF, mais nous serons présents pour porter les idées qui sont les nôtres. Je ne rentre pas davantage sur ces explications, je les livre à votre attention pour solde de tout compte, puisque cette soirée ne sera pas placée sous le sceau du débat politique ou du débat politicien, mais si vous souhaitez tout à l'heure, pour découvrir davantage Le Ciel, me poser des questions, bien évidemment, vous pourrez parfaitement le faire sans aucun interdit. Alors, si je devais, pour ce qui me concerne, alors il y a un téléphone qui sonne, si on peut l'enlever, c'est peut-être le mien. C'est peut-être, oui. Alors moi je voulais aborder le thème, pas forcément sous le signe de celui qui nous a été assigné, la France profonde. Je voulais simplement vous faire part de quelques réflexions qui sont les miennes. Au fil de mes déplacements partout en France, je sens que nos compatriotes entretiennent un trouble assez considérable sur l'identité de notre pays et une préoccupation de nature culturelle. Bref, la France est en proie à une crise existentielle, à une crise d'identité. Et c'est vrai que c'est important de se dire cela, parce que c'est vrai qu'au centre du débat politique, et nous le verrons à l'occasion des élections présidentielles et législatives, les questions économiques seront éminemment présentes, les questions liées à la précarité sociale seront abordées, les questions liées aux services publics qui disparaissent dans nos provinces partout en France seront également abordées, mais une question dont on parle rarement, c'est la question identitaire. Qu'est-ce que le peuple français? Qu'est-ce que l'être français? Qu'est-ce que notre patrie en 2017? Est-ce que cette patrie qui, au fond, repose sur une civilisation, sur un modèle de civilisation qui nous est propre, est-ce qu'il est menacé ou pas? Je crois qu'effectivement il est menacé, je crois qu'il est atteint par un certain nombre d'attaques qui sont à l'œuvre depuis bien des décennies et qui contribuent à créer dans l'esprit de nos compatriotes un sentiment d'angoisse identitaire, d'angoisse culturelle. Et je crois que c'est important de répondre à cette angoisse et si possible de résoudre cette angoisse, parce que si nous ne parvenons pas à résoudre cette angoisse culturelle et cette angoisse
identitaires qui assaillent notre pays, nos compatriotes, nous ne parviendrons pas, me semble-t-il, à redresser économiquement le pays. Il est certain qu'un sportif, aussi bien entraîné soit-il, s'il n'a pas le moral et s'il n'a pas l'état d'esprit pour pouvoir assurer la compétition, il aura beau être entraîné, il aura beau avoir bénéficié de tous les entraînements possibles et imaginables, il est certain qu'ils n'obtiendront pas les résultats escomptés. Donc je crois que la question du moral, la question de la confiance en soi est importante. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut pointer un certain nombre de faits qui me semblent assez importants pour diagnostiquer ce problème, qui est au fond l'angoisse identitaire qui frappe notre pays depuis maintenant 40 ans. La première question est de savoir est-ce que oui ou non le peuple français, ou en tout cas ses représentants, le gouvernement, conserve encore la maîtrise du destin de notre pays. Au fond, est-ce que notre gouvernement a la capacité de pouvoir conduire les affaires de la France? Est-ce que nos conseillers régionaux, nos conseillers départementaux, nos conseillers municipaux que nous élisons à chaque scrutin ont véritablement la capacité de gouverner notre pays ou les collectivités locales pour lesquelles ils ont été mandatés? La question, à mes yeux, est non, car depuis maintenant 30 à 40 ans, il y a un phénomène auquel nous assistons et qui est un phénomène assez profond, c'est l'expansion du droit européen, l'expansion de l'Union européenne, en tous les cas cette institution qui s'appelle l'Union européenne et qui prive au fond notre pays des attributs de souveraineté qui sont les nôtres. Un pays ne peut maîtriser son destin que s'il maîtrise sa monnaie, que s'il maîtrise ses frontières, que s'il maîtrise son droit, que s'il maîtrise son budget, que s'il maîtrise son outil militaire et sa défense nationale. Or, tous ces champs de compétences que je viens de vous citer ont tous migré, soit à Bruxelles, soit à Francfort, soit à Washington, et nous voyons bien que la France éprouve de plus en plus d'incapacité à gouverner par elle-même son destin. Et au fond, la construction européenne que je dénonce n'a pas été dans l'histoire celle-ci depuis la constitution au fond de l'Europe. L'Europe, en tout cas dans sa formulation juridique, remonte à 57-58. Nous avons eu une belle Europe entre 57-58 et voici 25 ans la signature du traité de Maastricht. Nous avions une Europe qui fonctionnait, ma foi, en respectant les États, en respectant les peuples, et nous avions un modèle institutionnel qui était le modèle confédéral et qui permettait à cette Europe-là de fonctionner à partir de projets choisis, à partir de programmes communs, et c'est cette Europe-là qui a permis au fond de construire Airbus, de construire Ariane. Tous les programmes économiques qui fonctionnent sont nés de cette période où nous respections au fond les États, les peuples et les identités. Depuis la signature du traité de Maastricht, il s'est passé un phénomène différent. Nous avons basculé d'un modèle institutionnel confédéral à un modèle fédéral qui consiste, pour faire simple, à nier les États, à nier les identités et à tenter de fondre tous les peuples dans un seul creuset qu'est le creuset européen, en dépossédant évidemment les États des attributs de souveraineté qui sont les leurs. Pour prendre un exemple qui sera assez parlant, c'est comme si au fond vous disiez je suis copropriétaire, j'ai un pavillon, un appartement, et puis j'ai un syndic. Bon, avant le traité de Maastricht, le syndic, il se contentait de gérer les parties communes. Les escaliers, le ménage dans les parties communes, les voies publiques. Bon. Et à l'époque, l'Union européenne fonctionnait de cette manière-là, avec au fond une commission de Bruxelles qui se contentait de gérer les parties communes, c'est-à-dire les actions que les États avaient décidé de gérer en commun. Et ce modèle-là était parfaitement respectable, parfaitement compréhensible, et chaque peuple appréciait le fonctionnement d'une Union européenne. À l'époque, ça s'appelait la Commission européenne et l'Union européenne, respectait au fond le modèle institutionnel de chaque pays et les identités et les singularités de chacun des peuples. À partir du traité de Maastricht, nous sommes passés sur un modèle beaucoup plus totalitaire, où au fond le syndic dont je vous ai parlé a commencé à se préoccuper de la manière dont vous aménagez vos appartements, la couleur des papiers peints que vous mettiez dans vos chambres, la manière dont vous équipiez le mobilier de vos appartements ou de vos maisons, bref, une commission européenne qui s'est ingérée dans le fonctionnement de nos États. Et c'est là où l'idéal européen a commencé à être corrompu. On a perdu, au fond, cette aventure européenne dès l'instant où la Commission européenne a décidé de s'ingérer dans le fonctionnement des États. Alors c'est important parce que je crois que l'action de cette Union européenne
avec les dérives que je viens de vous dénoncer, participe de ce mal-être français. Ce malaise français, c'est aussi la certitude que nous avons tous que la France, nos gouvernants, ne sont pas en mesure aujourd'hui de maîtriser le destin de notre vie parce que, précisément, les instruments de souveraineté nous ont échappé avec la complicité d'une classe politique qui s'est rendue évidemment complice de ce travers. Il est donc important de prendre conscience de cette réalité et de se dire que si nous devons résoudre un jour les problèmes qui sont les nôtres, les problèmes culturels, identitaires, il nous faudra récupérer les leviers qui nous permettront de maîtriser à l'avenir le destin de notre pays. Donc ça, c'est un point tout à fait important que je souhaitais mettre en avant, qui accompagne le deuxième que je vous présente, qui est lié au fond à ce que je considère être comme la disparition de notre communauté nationale. Vous savez, notre communauté nationale était liée à un certain nombre de principes de fonctionnement, de marqueurs politiques, de marqueurs d'appartenance qui nous faisaient sentir au fond que nous étions dans un même pays. Or, on constate que ces marqueurs d'appartenance politique, eux aussi, ont tendance à disparaître. On a une éducation nationale qui fait tout sauf transmettre les savoirs fondamentaux. Nous avons une culture qui ne produit pour rien de culturel, mais simplement du divertissement évidemment qui n'est pas de la qualité que nous pouvons attendre de la culture d'un pays de la grandeur de la France. Nous avons au fond une diplomatie asservie aux États-Unis, à l'Union européenne, qui nous dépossède de cette capacité de peser sur les affaires du monde. La France a toujours été un pays qui était au fond un point d'équilibre. La France a toujours lutté contre toutes les hégémonies depuis François Ier et nous perdons justement cet atout et cette attractivité diplomatique tout simplement parce que nous avons une diplomatie qui est tout à fait dépendante de pays tiers. Nous avons des services publics qui sont démantelés tout simplement parce que les services publics sont soumis à une logique comptable souvent imposée par Bruxelles et nous avons des services publics qui disparaissent de plus en plus dans nos provinces, que ce soit les postes, que ce soit les maternités, les hôpitaux, bref, nous avons là aussi une disparition de ce tissu des forces vives de notre pays que nous constatons et que nous déplorons. Les économies locales également disparaissent tout simplement parce que nous avons une réforme territoriale qui pousse à la métropolisation, c'est-à-dire à la création de grandes métropoles régionales qui tentent à faire disparaître les petites industries locales et qui au fond constituent le point d'appui de la création de déserts économiques partout en France. Donc je crois qu'il faut aussi avoir conscience de cette dissolution de notre communauté nationale qui est liée à une politique qui est maintenant ancienne de plus de 40 ans, qui consiste au fond à faire disparaître ces marqueurs d'appartenance nationale. Et on peut aussi citer, j'allais l'oublier, ce socle anthropologique qui est le nôtre. Nous avons un pays qui est bâti sur un socle anthropologique, c'est la famille, c'est le respect de la vie, c'est la dignité, c'est un certain nombre de principes importants, et ce socle anthropologique fait l'objet d'atteintes importantes depuis bien des années. Le mariage pour tous, qui pour certains d'entre vous a été l'occasion de monter à Paris ou à Lyon ou partout ailleurs pour protester contre cette union entre deux personnes homosexuelles qui rompt la vision classique du mariage traditionnel. C'est aussi les atteintes liées à la fin de vie, c'est aussi la GPA, la PMA. Bref, c'est des sujets de société qui troublent l'inconscient collectif français. Donc je crois que la dissolution de ce sentiment d'appartenance nationale contribue aussi, à mes yeux, considérablement à provoquer des angoisses identitaires et culturelles. Il y a aussi, je crois, cet univers collectif, cette pensée collective, cet inconscient national qui tente à disparaître, tout simplement parce que nous constatons la présence dans notre pays d'une religion qui, de plus en plus, s'étend, pas simplement dans les grandes villes, pas simplement dans les villages, partout en France. Il y a une religion qui s'appelle l'islam, qui s'impose dans notre pays et qui tente à vouloir substituer un modèle de société, un modèle de civilisation à celui que nous avons connu depuis toujours. L'islam n'est pas qu'une religion, l'islam c'est aussi un modèle politique, un modèle juridique. L'islam, si ce n'était qu'une religion, ne concernerait que le fort intérieur de chaque individu. Chaque fidèle musulman peut avoir le droit de pratiquer sa religion dans son fort intérieur. Mais ce n'est pas que cela. L'islam, c'est aussi un carcan de règles, de mode de vie, de coutumes, qui enferme l'individu de sa naissance à sa mort, du berceau jusqu'au linceul, et qui tente à imposer un mode de vie, un modèle de société, une vision du monde qui est radicalement étranger à nos coutumes et à nos modes de vie.
Et on le voit bien d'ailleurs, il suffit de se transporter sur la voie publique, de constater un certain nombre de marqueurs identitaires, le port du voile, le port de la burqa, le port du burkini, sont autant de marqueurs identitaires qui montrent que c'est une religion qui a aussi des motivations politiques. La façon dont on considère la femme, évidemment, n'est pas du tout le modèle de civilisation qui est le nôtre, où dans notre modèle de civilisation, nous avons toujours respecté la figure féminine qui a évidemment une égalité en droit par rapport aux hommes. Les animaux aussi sont perçus de manière différente en terre d'islam. Les animaux, notamment les animaux domestiques, sont tout à fait maîtrisés, tout simplement parce qu'ils sont considérés comme impurs, alors que l'animal, dans notre civilisation, est considéré comme un être vivant tout à fait respectable. Il y a donc dans cette religion, qui va au-delà de la conviction intime envers Dieu, un modèle de civilisation qui tente à s'imposer et à se substituer au modèle de civilisation qui est le nôtre. Je crois qu'il faut avoir conscience de cette réalité parce que le nombre de fidèles musulmans est tout à fait considérable. On les estime entre 3 et 10 millions de fidèles, et on comprend bien qu'avec un nombre aussi important de fidèles musulmans, eh bien, ces traditions, ces mœurs, ces coutumes qu'ils imposent sur notre territoire sont de nature à troubler les consciences et même à poser des problèmes d'ordre public. Je crois que c'est un phénomène effectivement sur lesquels je pense reviendront abondamment Christine Tazin et Pierre Cassin, que je souhaitais mettre en avant, que vous connaissez peut-être moins dans vos deux départements, la Drôme et l'Ardèche, mais en tout cas qui est tout à fait prégnant dans des grandes villes, des grandes métropoles en région parisienne, autour de Lyon, à Marseille ou à Bordeaux. Ce sont vraiment des phénomènes extrêmement importants que l'on dénonce à longueur des actions politiques que nous menons bien sûr au ciel, comme dans d'autres formations politiques. Donc ça, c'est un point que je crois effectivement central dans notre réflexion, dans le débat que nous pourrons avoir ce soir. Et à partir de cette réflexion que je viens de vous égrener, si nous devions imaginer une riposte ou une résistance ou une réaction, il faudrait reprendre chacun des thèmes que je viens de vous indiquer et puis essayer de réagir. Alors le thème de l'Europe, évidemment, pour moi, il est clair, il nous faut reconstruire purement et simplement cette Europe qui n'est pas l'Europe que nous voulons. Alors il faut bien s'entendre, il ne s'agit pas de sortir de l'Europe. À mes yeux, il faut rester dans l'Union européenne. Contrairement à ce que certains candidats d'ailleurs, même qui nous sont proches, d'un point de vue politique, idéologique, imaginent, je pense qu'il faut rester dans l'Union européenne, y compris dans la zone euro. Je ne suis pas partisan d'une sortie ni de l'Union européenne, ni dans la zone euro, pour une raison bien simple, ni même d'ailleurs de l'espace Schengen. Pour une raison bien simple, parce que j'estime qu'aujourd'hui, en 2017, nous disposons d'un rapport de force politique en Europe qui nous permet de modifier radicalement les équilibres politiques. Il est certain qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, je n'aurais pas tenu ce discours. Et compte tenu du poids dominant de l'Allemagne, à l'époque, qui rendait totalement impossible une rénovation de l'intérieur des traités européens, j'estime aujourd'hui que les rapports de force se sont considérablement modifiés et qu'une France ayant à sa tête un président ou une présidente souverainiste pourrait entraîner dans son sillage une Europe de l'Est autour de pays comme la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, qui sont des pays eurosceptiques. Nous pourrions aussi entraîner des pays comme la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est dans l'espace Schengen, mais aussi l'Angleterre, tant que l'Angleterre n'est pas totalement sortie de l'Union européenne. La Grande-Bretagne fait partie du continent européen et de l'Union européenne. Nous pourrions, avec derrière, dans notre sillage des pays latins, qui constituent toujours le marais politique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, nous pourrions imposer à l'Allemagne de Merkel, aux pays du Benelux et aux pays scandinaves, une décision qui consisterait de bouleverser radicalement l'équilibre intérieur de l'Union européenne et donc de bouleverser radicalement l'architecture de l'Union européenne, en bref, passer d'un modèle fédéraliste à un modèle confédéral, sans avoir à sortir de l'Union européenne, qui est un message éminemment anxiogène qu'on délivre aux Français. Je pense que ce n'est pas une bonne chose de délivrer ce message sans avoir tenté, non pas en 6 mois, mais en 1 an, 2 ans, 3 ans, voire tout au long d'un quinquennat, de modifier considérablement la donne européenne. Et je crois que politiquement, les choses sont mûres pour modifier les équilibres diplomatiques au sein de l'Union européenne. De la même façon, je pense que ce n'est pas la peine de sortir de l'espace Schengen. L'espace Schengen est une frontière tout à fait inefficace, mais c'est une frontière quand même qu'il convient de renforcer, mais qu'il convient d'accompagner du rétablissement des frontières.
Les deux doivent aller de pair. Il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on est pour l'espace Schengen ou pour le rétablissement des frontières. Il faut les deux. Il faut d'abord rétablir nos frontières parce que seules les frontières nationales sont de nature à préserver réellement l'entrée et la sortie des personnes sur notre territoire, à contrôler la circulation des individus sur le territoire français. Donc le rétablissement des frontières nationales est impérieux. Mais nous devons accompagner ce rétablissement des frontières intérieures du maintien d'une frontière à l'extérieur du continent européen, les frontières extérieures de l'Union européenne. Donc l'espace Schengen, encore une fois, doit être maintenu, mais encore une fois, il faut rétablir les frontières intérieures. La monnaie, je pense qu'on peut aussi, sur la zone euro, imaginer une gouvernance politique qui permettrait de maîtriser les taux d'intérêt. Je ne rentre pas dans les discussions qui sont plutôt techniques autour de la zone euro, mais il serait possible, avec une gouvernance politique et économique de l'Union européenne, eh bien, de maîtriser l'euro comme étant un outil au service des Européens et des peuples de notre continent. Ce que je veux dire, mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est qu'il est possible, en maintenant la structure actuelle de l'Union européenne, mais en modifiant radicalement les traités parce que les équilibres politiques ont changé depuis 2 ans maintenant au sein de notre continent, de changer radicalement le modèle européen sans avoir à sortir de l'Union européenne. C'est en tous les cas ma conviction. Et ça, il faut le faire parce qu'évidemment, c'est une urgence absolue. Encore une fois, vous pouvez avoir la plus belle voiture avec le plus beau moteur qui soit, la plus belle carrosserie avec la plus belle peinture qui soit, si vous n'avez pas le volant et le frein à main, ça ne sert à rien. Donc il faut retrouver la maîtrise de notre souveraineté, mais on n'a pas besoin pour autant de sortir forcément de l'Union européenne. Je ne m'étends pas davantage sur cette question. Sur la question, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, peut-être sur ce point-là, Renaud Camus, mais j'ai évolué encore une fois non pas par un choix comme ça brutal ou capricieux, c'est simplement le diagnostic d'une situation politique qui a considérablement changé. Mes chers amis, je vous demande de regarder l'actualité politique européenne et vous verrez que vous avez à la tête du gouvernement européen des gens qui sont eurosceptiques autant que nous-mêmes. Viktor Orban est un président d'un gouvernement en Hongrie qui est eurosceptique. Vous avez en Slovaquie, en Tchéquie, en Pologne, des gens qui sont tout à fait eurosceptiques. Vous avez au Parlement à Berne, en Suisse, un gouvernement eurosceptique. Vous avez bien évidemment en Grande-Bretagne, on l'a vu avec le Brexit, un gouvernement qui est eurosceptique. Vous avez une multiplication de gouvernements eurosceptiques qui peuvent nous permettre, j'insiste et je termine là-dessus, de bouleverser les équilibres diplomatiques au sein de l'Union européenne et changer radicalement les traités, car si la France décide demain, avec tous ces pays, de pratiquer la politique de la chaise vide, parce que Mme Merkel et ses vassaux dans les pays nordiques ou les pays du Benelux refuseraient d'accompagner cette demande des peuples et de changement radical de la logique européenne, je peux vous garantir que l'Union européenne ne fonctionnerait pas un mois de plus. Donc nous avons une capacité de négociation tout à fait considérable au vu évidemment des changements qui sont opérés depuis quelques années. Je passe au deuxième point. Moi je crois qu'effectivement la question centrale est de savoir si oui ou non nous devons modifier notre inconscient national, si oui ou non nous devons faire en sorte que la France puisse avoir une capacité de se redresser moralement et spirituellement. Je pense que oui. Je pense que nous devrions peut-être reprendre un débat qui avait été engagé sur une bonne idée, mais avec des arrière-pensées tout à fait maîtrisables, politiciennes. C'était le débat sur l'identité nationale. Vous savez, qui avait été engagé par Nicolas Sarkozy en 2008-2009. À l'époque, l'idée de Nicolas Sarkozy, c'était d'engager ce débat avec une volonté de récupérer des voix, et chacun avait bien compris les ambitions politiciennes de Nicolas Sarkozy. Mais l'idée n'était pas si mauvaise que ça. Pourquoi ? Parce que je pense que nous avons du mal à définir ce qu'est la France en 2017. On ne sait pas ce qu'est la France. Tout simplement parce que bien souvent nous confondons la France avec la République. Nous disons, pour parler de la France, c'est la République. Et souvent, pour essayer d'écrire ce qu'est la France, on nous parle des valeurs de la République. Et on nous parle bien souvent du principe de laïcité. Or, à mes yeux, ce sont deux choses différentes. La République est un régime institutionnel. La France est le pays sur lequel prospère ce régime institutionnel, qui par le passé a pu connaître des empires ou des monarchies. Mais la France a toujours existé au travers et au fil des siècles. Et je crois qu'il y a cette ambiguïté qui consiste à ne pas savoir ce qu'est la France, parce qu'on confond bien souvent la France, notre pays, qui a une histoire, qui a une civilisation, qui a des coutumes, qui a un modèle anthropologique, avec le régime qui est la République, qui a son organisation, qui a ses institutions, mais les deux ne se confondent pas.
Et je crois que de cette ambiguïté naît souvent un manque de compréhension de ce qu'est la France, de ce qu'est l'être français, et ce qui rend peut-être la France, aux yeux de beaucoup, comme étant quelque chose d'assez insipide, parce qu'on ne sait pas à quoi correspond notre pays, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à définir ce qu'est l'être français. Pour moi, la France, c'est très simple, comme beaucoup d'entre vous, c'est pas simplement, encore une fois, les valeurs de la République, c'est bien sûr cela, c'est pas simplement le drapeau, c'est bien sûr le drapeau, c'est pas simplement le principe de laïcité qui permet de garantir la neutralité de l'État par rapport aux religions, c'est bien sûr cela, c'est aussi autre chose. La France, c'est une terre, ce sont des hommes, ce sont des morts, ce sont les générations qui nous ont précédés, c'est une langue, c'est des personnages historiques, des personnages civils, des personnages militaires, religieux, c'est une terre, c'est des odeurs, c'est une gastronomie, c'est un imaginaire, c'est tout cela la France. C'est une relation charnelle qu'on a avec le pays, qui ne peut pas, encore une fois, cette relation charnelle, se réduire simplement à une république qui serait au fond le seul étalon qui permettrait de mesurer ce qu'est notre pays. Ce que je veux dire par là, c'est que ce débat sur l'identité de la France, c'est un débat qui permettrait de se livrer à un travail d'introspection collective. Les théologiens appellent ça l'anamnèse, c'est-à-dire une volonté d'essayer de savoir qui nous sommes, quel est l'être français, qu'est-ce que nous voulons devenir face aux assauts de la mondialisation et face aux assauts de l'islam. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce débat, qui doit être mené sérieusement, avec une absence d'arrière-pensée politicienne, évidemment, mais qui devrait nous permettre, au bout d'une certaine période, est-ce que c'est un débat qui doit nous conduire à solder celui-ci au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, en tout cas, il faut se livrer à ce débat pour savoir qui nous sommes et ce que la France veut être demain, dans les années à venir, à la fois pour envoyer un modèle authentique de ce qu'elle est, mais aussi pour permettre aux jeunes générations de se reconnaître dans un pays qui a perdu, je crois, ses marques en bien des domaines. Donc je veux insister là-dessus, et ce travail sur l'identité nationale doit être mené avec force, et considérer évidemment que la France n'est pas que la République. Et en ayant dit cela, on aura, je crois, réussi à réenchanter notre modèle de société, quand on se dira que la France n'est pas simplement qu'une somme d'institutions, qu'une somme de principes. La laïcité, les institutions républicaines, tout ça c'est très important, et je le dis avec beaucoup de force parce que je sais que Christine tout à l'heure va me répondre avec la même véhémence, et donc j'affronte déjà par avance les arguments qu'elle va m'opposer, et donc elles ne comprennent pas dans mon propos que je m'oppose à la République, que je m'oppose aux valeurs de la République, que je nie la valeur du principe de laïcité. Je dis c'est cela la France. Mais ce n'est pas que cela. Il y a quelque chose qui dépasse ces principes-là, ce régime-là, et c'est ce rapport charnel que nous avons perdu à la France qu'il nous faut ressusciter pour pouvoir justement dire ce qu'est l'être français véritablement. Et je crois que c'est parce qu'on aura réussi à se livrer à cet exercice qui me paraît tout à fait fécond qu'on pourra au fond dire à cet islam qui lui n'a aucun complexe et qui s'implante dans notre pays avec beaucoup de volonté conquérante, bien que le modèle qui est le nôtre est celui que je viens de vous définir. C'est parce que l'islam prospère sur un modèle de civilisation qui est vide, moralement qui est vide, spirituellement, précisément parce qu'il n'y a pas cet aspect charnel que je vous décris depuis tout à l'heure, que cet islam s'implante avec autant d'autorité et autant de force et autant de puissance, parce que précisément la France ne répond pas au désir charnel de chacun d'entre nous, qui est au fond de se reconnaître dans ce pays comme un enfant peut se reconnaître dans ses parents, dans ses grands-parents. Ce rapport charnel n'existant pas, et bien ça crée un vide, et dans ce vide prospèrent des religions qui, elles, n'ont pas le même état d'âme. Et je crois qu'une fois qu'on aura réussi cet exercice, nous pourrons opposer tel un bouclier, un modèle de civilisation, au modèle de civilisation qui s'implante sur le territoire français, qui est l'islam. Alors je crois que l'islam, à titre transitoire, devra faire l'objet de mesures tout à fait rigoureuses. Contrairement à ce que certaines personnalités politiques affirment ici ou là, moi je crois que l'islam n'est compatible ni avec la France, ni avec la République. Je crois qu'il faut le dire assez clairement. Je dis parce que dans le débat politique, vous avez différentes approches par rapport au fait de civilisation qu'est l'islam. Certains nient le problème et n'abordent pas la question.
Oui, à qui je fais allusion, l'islam n'existe pas, je n'aborde pas ce sujet dans mon propos et dans mes discours parce que l'islam pour moi n'est pas un sujet, n'est pas un problème. Vous avez certaines personnalités qui affirment cela. Je ne citerai pas de nom parce que chacun les reconnaîtra. Bon. D'autres disent que l'islam est un problème, mais ne donnent pas de solution pour résoudre ce problème. C'est comme si vous allez voir un médecin qui vous pose un diagnostic, mais qui est incapable de vous donner une thérapie après le diagnostic a été posé. On fait la moitié du chemin. C'est bien d'avoir reconnu que l'islam est un problème, mais si vous ne donnez pas de solution de thérapie pour régler ce problème, vous faites encore une fois la moitié du chemin. Vous avez d'autres personnalités qui estiment qu'il faut s'accommoder de l'islam en France. Des maires comme à Bordeaux par exemple estiment que c'est un fait dans notre pays que d'accepter l'islam et on ne peut pas faire autrement que non seulement de l'accepter mais il faut aussi s'en accommoder. Les Québécois parleraient d'accommodement raisonnable. Puis il y a une quatrième école que moi j'essaye de défendre qui consiste à dire eh bien l'islam c'est un problème. C'est un problème et l'islam est incompatible radicalement avec notre modèle de société parce que je le répète, l'islam repose sur un ensemble de principes et de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Nous avons dans notre civilisation française, dans notre civilisation européenne, des principes intangibles qui puisent leur origine dans notre histoire très ancienne, la dignité de l'homme, la dignité de la femme par rapport à l'homme, la dignité de la vie, le respect de l'animal, la sécularisation de l'espace public, le fait que l'espace public, on ne doit pas mélanger dans l'espace public les convictions personnelles avec, au fond, l'agora publique, l'espace où chacun peut s'exprimer sans avoir à imposer ses convictions religieuses. Tout cela, ce sont des conquêtes de notre civilisation européenne, de notre civilisation française. Or, l'islam nie ce modèle de civilisation. Donc moi j'affirme, et je ne suis pas le seul, que l'islam pose problème, que l'islam est incompatible avec la France et avec la République, et qu'il faut par conséquent prendre la mesure de ce mal qui gangrène notre pays et lutter contre l'expansion de l'islam. Alors moi je suis partisan, purement et simplement, pour une période indéterminée, de mettre sous tutelle l'islam. C'est-à-dire que l'islam est un culte qui pose problème, que je ne mettrai jamais sur le même plan, jamais au grand jamais, avec le culte catholique, le culte juif, qui sont des religions qui ne posent pas de problème. Et quand certains disent qu'il faut, pour respecter la laïcité, une vision absolutiste de la laïcité, interdire dans l'espace public le port du voile, le port de la kippa et le port de la croix, je dis non. Je dis non, parce que ceux qui portent la kippa, les fidèles qui portent la kippa, ne me posent aucun problème, et ne nous posent aucun problème, en tout cas dans l'espace public. Les porteurs de croix, les fidèles catholiques, pas seulement catholiques, les fidèles chrétiens, quelques confessions que ce soit du christianisme portant la croix, ne nous posent pas de problème. Et je ne ferai aucune distinction entre les petites, les moyennes et les grandes croix. Parce que vous savez, mes amis, quand vous allez dans certains départements comme le mien dans le Val d'Oise, vous avez des communautés chrétiennes qui nous viennent d'Orient. Depuis quelques années, vous avez nos frères d'Orient qui quittent le Moyen-Orient, l'Irak, la Syrie, parce qu'ils sont attaqués par des forces obscurantistes, l'État islamique et d'autres, et ils viennent se réfugier en Europe, et certains sont chez nous. Et moi, dans le Val d'Oise, dans le département où je vis, il y a une communauté assyro-chaldéenne extrêmement importante. Eh bien, quand nous allons à la rencontre de nos frères de foi, et que nous allons soit durant les offices le dimanche, ou soit sur le parvis de leurs églises, eh bien vous avez des fidèles qui portent des croix de grande dimension. Certains pourraient même assimiler ces croix à des croix pectorales, vous savez, les croix que les évêques portent, qui sont de grande dimension. Et donc je me dis que ce serait très difficile si on appliquait une vision très laïciste de notre rapport à la religion. Ce serait très difficile d'envoyer des gendarmes ou des policiers mesurer la taille de la croix en disant votre croix est trop grande aux yeux de la loi et donc on vous interdit, on vous prohibe le port de cette croix, on vous verbalise et puis on vous cite en correctionnel parce que vous portez une croix qui est de grande dimension. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas la peine, me semble-t-il, de rentrer dans ce débat-là. La croix, quelle qu'en soit la dimension, est le produit de notre histoire, appartient à une religion et un culte qui ne pose strictement aucun problème à la France, et je ne vois pas pourquoi on interdirait le port de la croix comme tous les signes ostensibles religieux chrétiens, parce qu'il y aurait des écarts de conduite, et des entorses de conduite pratiquées ou commis par des fidèles musulmans. Donc je suis, moi, partisan d'un traitement différencié de l'islam.
Alors certains diraient traitement discriminatoire, c'est un mot que j'emploie pas. Moi je parle de traitement différencié. Il y a une religion qui pose problème, eh bien on la traite différemment, au risque évidemment de rompre ce principe, ce sacro-saint principe qu'on appelle l'égalité des citoyens devant le droit. Eh bien, lorsqu'il y a une situation qui pose problème considérablement au plan des valeurs de civilisation qui sont les nôtres, on doit accepter de pratiquer un traitement différencié à l'égard d'une religion qui est l'islam. Évidemment, ça nécessitera de modifier un certain nombre de principes. Je crois qu'il faut modifier en profondeur la loi de 1905. Il faut peut-être modifier même la Constitution, parce que moi j'aspire à ce que dans la Constitution, on rappelle qu'il y a des racines chrétiennes dans notre pays, des racines chrétiennes qui coexistent avec des racines judéo-chrétiennes, qui coexistent avec des racines liées au monde romain, au monde grec, au monde des Lumières, au fond, parce que nous avons eu aussi un apport philosophique au siècle des Lumières qui participe de nos racines, mais je pense qu'il faut intégrer dans la Constitution les racines chrétiennes de la France. Il faudra peut-être aussi réviser un certain nombre de traités, le traité européen, qui nous empêche évidemment d'avoir une approche différenciée des cultes, mais c'est absolument nécessaire si nous voulons pratiquer un traitement qui puisse cibler une religion qui pose problème pour notre pays. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire interdire toute construction de mosquée. Moi je suis partisan d'interdire toute construction de mosquée, comme je suis partisan d'interdire le port de vêtements ou de signes ostentatoires qui sont autant de marqueurs identitaires de l'islam dans notre pays. Il est interdit également pour les mosquées qui fonctionnent actuellement d'avoir des prêches en arabe. Je pense que les prêches doivent être en français et doivent être approuvés par le ministère de l'Intérieur ou par les préfets pour être sûr que ces prêches n'abritent pas des mots, des termes ou des attaques à l'endroit de notre pays. Je crois qu'il faudra effectivement imposer une surveillance, une vigilance de chaque instant. Les imams qui sont recrutés, qui officient actuellement, puis on doit garantir de leur sincérité par rapport à notre pays et puis de leur loyauté, simplement en voyant qu'ils viennent, en les formant en France et en n'acceptant pas qu'ils viennent sur le territoire français. Pour l'existant, on arrête les compteurs à aujourd'hui, on ne construit plus rien. On ne construit plus rien tant que nous n'aurons pas la garantie que cette communauté, ces fidèles musulmans, n'auront pas réussi par eux-mêmes et parce que la France le leur aura imposé à s'adapter au modèle de civilisation qui est le nôtre, au modèle de société qui est le nôtre. Il nous faudra aussi considérer que chaque acte, chaque comportement de fidèles musulmans qui enfreint les règles de notre droit, parce que le fait de considérer qu'une femme n'est pas égale à un homme, le fait de considérer qu'un animal est impur et qu'on doit éviter que cet animal puisse évoluer sur la voie publique, le fait d'empêcher ou de rendre plus compliqué les conversions, je suis musulman, je veux devenir catholique, c'est difficile dans certaines banlieues, tout ça, ce sont des comportements ou ce sont des actes qui sont répréhensibles d'un point de vue légal. Il suffit simplement de se gendarmer, de prendre le dispositif et l'arsenal juridique que nous avons actuellement et décider de l'appliquer avec beaucoup d'autorité, ce qui n'est pas fait actuellement. Si vous avez à la tête du pays un gouvernement décidé à se battre et à lutter contre l'expansion de l'islam, il n'est pas nécessaire de modifier notre droit, il est simplement nécessaire de l'appliquer, tout simplement en considérant que ce modèle de société est tout à fait contraire à nos règles, à nos principes démocratiques, à nos principes conventionnels. Voilà ce que je voulais en quelques mots vous dire de ce que je crois être les préoccupations de nos compatriotes, bien sûr à l'échelle du pays, mais aussi dans vos départements, l'Ardèche, je crois, et je crois que tu es d'accord Laura pour dire que mon propos vous concerne également. Pardon de ne pas avoir peut-être répondu précisément au thème de la soirée ce soir, mais je crois que c'était important de situer au travers des différents contacts que j'ai pu mener ces dernières années un petit peu partout en France, quelle est au fond la préoccupation majeure de nos compatriotes. Cette préoccupation elle est liée à l'identité de notre pays, à ces angoisses culturelles dont je vous ai parlé. Au cœur de celle-ci, bien sûr, le fait islamiste, cette angoisse qui naît, qui ne cesse de grandir et qu'il nous faut combattre avec beaucoup de force. Je vous remercie.